avez été un observateur attentif de ce déchirement après les coups d'État successifs dans ces trois pays. Est-ce que, en suivant l'évolution de cette crise-là, est-ce que cette issue était prévisible, c'est-à-dire la scission de la CEDEAO? C'était prévisible quand même, parce qu'on l'a écrit. Hein? Moi j'ai écrit trois articles sur ça, plus un passage à la télévision le lendemain du coup d'État et le lendemain de la déclaration de Aïssata Tall Sall. Oui. C'était avec elle que j'étais à la télé. L'ex-ministre des Affaires étrangères. C'est avec elle, j'étais avec elle. Elle avait intervenu, elle, par vidéoconférence. Et elle avait dit qu'au moment où je vous parle, les forces sénégalaises sont prêtes, les CEDEAO sont prêtes à aller rétablir comment on appelle là, pour rétablir le président Bazoum. Voilà, son pouvoir. Et quand elle a fini, j'ai dit non. Non, d'abord, un diplomate ne doit pas parler de force et d'utilisation de la force. Elle aurait dû simplement parler de la situation et dire que cette situation devrait pouvoir... Et voilà, un diplomate ne parle jamais d'emploi de force. Peut-être parce qu'elle n'est pas diplomate de carrière. Peut-être qu'elle n'est pas diplomate de carrière. Mais elle aurait dû le savoir. Mais bien sûr. En tant que ministre des Affaires étrangères. Mais bien sûr. Si un commandant des forces, peut-être c'est lui qui aurait dû venir à la télé, dire nos forces sont prêtes, elles sont trucs, etc. Elles vont être déployées dans... Mais lui, non. Elle, non. Ou le chef d'état-major, ou quelque chose comme ça. Un gars, en tout cas, un homme de tenue, ou le ministre des forces armées, etc. Mais pas le ministre des Affaires étrangères qui, elle, aurait dit... se serait désolé d'ailleurs de ce qui se passe et aurait dit que nous recherchons, continuons à rechercher les éléments, les instruments pour la paix, pour que la paix revienne au Niger, etc. Et laisser ceux qui s'occupent de défense et de force en parler. Donc il y a un mélange des genres dans cette velléité de la CEDEAO, de la force. Et donc on les avait dit, si vous employez la force, vous ne vous en relèverez pas. Et aujourd'hui, ils sont pas relevés. Oui. Oui, vous disiez justement, vous aviez écrit que la CEDEAO ne survivra pas à cette tentative d'attaque, mais elle n'a pas attaqué et malgré ça, l'organisation s'est implosée. Oui, parce qu'elle a radicalisé ces gens-là. Parce que c'est la menace en fait. On n'attend pas d'être attaqué, on est menacé d'attaque. Quand on est menacé d'attaque, on prend ses dispositions. Et c'est le fait de les menacer d'attaque et de dire même que les forces étaient prêtes, de donner les effectifs, de donner les déploiements et de donner des délais. Je me rappelle, il y a eu un truc au Nigeria où ils sont réunis pour mettre en place les délais, le concept d'opération. Ils ont dit même que le concept d'opération était prêt, le concept logistique est prêt. Mais moi, vous croyez que je vais attendre que les gens rentrent et un concept d'opération mis en place, un concept logistique mis en place, on est en guerre. On est déjà en guerre, donc je crois que cette menace-là a poussé ces pays à se radicaliser, qui avaient le même problème. Ils étaient tous issus de coup d'État, et si vous attaquez l'un, peut-être demain vous allez vous retourner contre l'autre, etc. Donc ça aussi, ils sont assez intelligents. Ça les a déjà renforcés. Ça les a renforcés. Ça a renforcé leur unité face à ces menaces. Et ça qui a amené l'AES et l'explosion de la CEDEAO le 29 je crois, janvier 2025, je crois, 29 janvier 2025, où la CEDEAO a accepté, ratifié donc, la sortie de ces pays. Mais il faut rappeler aussi qu'ils ont 1 an, voilà, pour que ce soit définitivement une sortie définitive de la CEDEAO.